Vous êtes dans Le Berger et le Vieux Père. Pouvez-vous décliner votre identité? Je m'appelle Benjamin Veil. Jurez-vous de dire la vérité, d'être sans langue de bois? Si oui, levez la main et dites « Je le jure ». Je le jure. Vous avez 3 cartes devant vous. Choisissez-en une et montrez-la à la caméra. Ça tombe bien. La carte tirée représentera le premier intervieweur qui se présentera à vous. Si vous tombez sur la carte Joker, choisissez entre le berger et le vieux père. Bonne émission. Benjamin, les femmes voilées sont-elles exclues, invisibilisées, absentes, mises à l'écart, boudées, prises de haut, traitées de tous les noms par le mouvement féministe? Malheureusement, j'ai presque envie de citer Audi. Je préfère que mon fils fume du shit ou soit bicraveur qu'il vote RN. Ma dernière question, Benjamin, Ouais. pourquoi tu cherches la merde? Qui n'a pas entendu de notre génération des jeunes nous dire « je me fais en un jour ce que tu te fais en un mois ». On a tous adoré Diams, personne ne dira le contraire. Et c'est pas face à un mec du 91 que je dirais le contraire. T'es endurci. Il y a plein de féministes en couple, en fait. Hétéro ou pas, d'ailleurs. C'est sûr, ça? Ah ouais. Certaines même, peut-être même injustes, Hmm font payer à de bons hommes le mal que leur ont fait de mauvais hommes. Par quoi vais-je commencer? Moi, je t'attends. Les rappeuses françaises actuelles sont-elles nulles? Non. De la même manière que oui, il y a des blancs qui souffrent par leurs origines et qui souffrent dans les quartiers, tout ça, c'est vrai. C'est vrai. Objectivement, c'est vrai. C'est pas pour autant qu'on va dire que le racisme anti-blanc, c'est vrai. Bah justement. Benjamin. Je te laisse boire. Merci de me laisser boire, c'est gentil. Hop. Barberiche. Benjamin, Barberiche. tu m'as choisi. Ouais. Apparemment, mais c'est le hasard. Hein, Ouais, c'est le hasard. C'est vrai que des fois, il y en a certains qui préfèrent finir par moi. Ils préfèrent commencer en douceur parce qu'ils disent que moi, je suis plus dur que Booba, mais j'en suis pas si sûr que ça. Par quoi vais-je commencer? Moi, je t'attends. Je vais commencer par un concept. Le concept bad bitch, aliénation ou réelle émancipation de la femme. Qu'est-ce que t'en penses? Pour moi, c'est un principe plutôt d'émancipation, finalement, la bad bitch, parce que la bad bitch, c'est d'abord celle qui rentre pas dans les codes, celle qui casse un peu les normes, justement, patriarcales, qui va donc se débrouiller toute seule, financièrement, quitte à utiliser son corps pour se vendre, mais c'est pas seulement ça la bad bitch, c'est d'abord la femme qui justement n'attend pas d'un homme de se retrouver, n'attend rien d'un homme et certainement pas d'un homme qui vienne assurer sa survie économique. C'est d'abord ça, une bad bitch en fait. Et c'est vrai qu'on a tendance à réduire la bad bitch uniquement à la TDS en fait, donc la travailleuse du sexe, ce qu'elle n'est pas, ou elle n'est pas forcément d'ailleurs, et même si elle l'est, elle peut l'assumer aussi en tant que système D, de la même manière que, par exemple, un gars dans un quartier va faire parfois du business pour s'en sortir. Finalement, pour une nana, la solution, c'est potentiellement aussi parfois d'être TDS. Tu sais, j'ai l'impression que tu as lu dans mes pensées, parce que c'est vrai que là, on parle de la bad bitch, et je sais très bien qu'en commentaire, on va commencer à nous dire « Oui, mais vous attaquez les femmes !» Et son pendant masculin, pour moi, c'est les petits bicraveurs. Mmh. Tu vois, dans la musique, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qui véhiculent cet état de fait, ce cliché. Chez les femmes, c'est plus bad bitch. Petite question. C'est plus le fait de vendre son corps, parce que la bad bitch, pour moi, c'est pas que ça. Ouais, mais ça en fait partie. Ouais. Aujourd'hui, question que je pose, parce que c'est toi qui es en face de moi, mais que je pourrais poser à d'autres. Du coup, parce que là, tu as ramené plein de philosophie dans ton explication. Maintenant, si ta fille ou ton fils rentre chez toi et dit « Ouais, moi, t'as vu, moi, maman, je suis une bad bitch », ou ton garçon te dit « Moi, je suis un bicraveur comme les 3/4 des rappeurs peuvent le faire dans leurs chansons », tu dis quoi? J'ai envie de te dire, on est dans un système capitaliste. Malheureusement, j'ai presque envie de citer Audi. Je préfère que mon fils fume du shit ou soit bicraveur qu'il vote RN. Ouais, quelque part, oui. Alors, je dis pas que je suis contente. Non, mais ça... La punchline, là. Ouais. T'es d'accord avec la punchline, là? Ouais, moi, je préfère à la limite qu'il bicrave plutôt qu'il vote RN, ouais, j'avoue. J'avoue.
Voilà, je vais être honnête. Moi, je suis d'accord avec pour le coup à cet endroit-là, mais aussi moi, ce parce serait que aucun des deux, mais dans l'absolu, ça serait aucun des deux. Mais tu vois, c'est les tu préfères. Tu connais ce truc, le tu préfères entre deux trucs que de toute façon tu ne veux pas. Donc c'est pour ça que la question sur l'alternative et l'alternative avec de la binarité, elle est souvent en fait toujours un peu frustrante parce qu'elle va pas dire vraiment ce que tu veux. C'est vrai que si je dois faire le choix entre si ma fille peut être, j'ai envie de dire TDS, parce que là, pour le coup, au-delà de la bad bitch, ou mon fils bicraveur, et s'il peut être médecin et elle avocate, dans l'absolu, bien sûr que je vais lui choisir médecin-avocate pour les deux, tu vois. Mais il y a un moment où si c'est pour s'en sortir, voire pour payer ses études, parce que j'ai pas les moyens de l'aider, là, les choses prennent, tu vois, le contexte est différent, les choses prennent un sens différent. moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Tu sais, même si j'ai pas les moyens, je te jure que moi, ça me ferait mal de le voir bicraveur. Même si j'ai, je comprends. Franchement, hein, par rapport à mes principes, mes valeurs, ou même, tu vois, on peut parler des femmes qui s'adonnent à l'escortisme. Ouais, ou l'escorting ou l'escorting. Ouais, ou qui font de l'escortisme. Voilà. Non, moi, franchement... Je comprends que ça soit pas forcément... j'ai envie de dire, c'est pas forcément ce dont on a envie. J'ai envie de dire, en plus, en tant que parent, on a tendance à avoir des hautes aspirations pour nos enfants. Ça n'empêche que, en fait, moi j'ai envie de dire, tout dépend de comment tu le fais aussi et pourquoi tu le fais et à quel endroit. De toute façon, quelle que soit l'activité que tu vas faire. Alors, c'est mieux de rester dans le légal, on est bien d'accord, en règle générale, mais parfois il y a de la désobéissance civile qui peut amener à ce qu'on ne soit pas toujours que dans la légalité. Donc, voilà, c'est pas la question du légalisme, moi, qui quelque part me choque le plus. Ça va être qu'est-ce que tu as envie d'en faire et pourquoi tu le fais. Si tu fais ça uniquement pour te payer, j'ai envie de dire, des vacances à Dubaï, que tu sois un homme ou une femme d'ailleurs, pour le coup, et à la limite, je critique pas, je respecte, mais ça va être je trouverais ça moins justifié que si tu me dis c'est pour financer mes études à côté, quoi. Je vais rester un peu sur cette thématique-là. Et les traumas. Ouais. Parce qu'il y a quand même des traumas. Ouais. Parce que c'est bien gentil ouais. de faire l'apologie, ou je dis pas toi, mais en règle générale, l'apologie, ouais, je suis une bad bitch, ouais, je suis le guetteur, mais il y a des traumas quand même. Ah, mais on est d'accord. Est-ce qu'on parle de ces traumas ? Alors, on parle peu de ces traumas, mais on parle peu des traumas d'un ouvrier, malheureusement aussi, qui justement, par exemple, on sait que une bonne partie de la classe ouvrière, notamment, et là je parle de l'ouvrier d'usine, qu'on connaît de moins en moins d'ailleurs, mais qui arrivait à la retraite et dans les 5 ans qui suivaient la retraite décédait, ce qui raconte quelque chose aussi de l'état de son corps, donc des traumas, parce que les traumas, c'est à la fois les traumas psychiques et les traumas physiques. Donc, en fait, tout travail, à un moment, j'ai envie de dire, même un sportif de haut niveau, il a des traumas dans son corps. Et il a des traumas aussi dans sa tête, puisqu'il a été amené à voir parfois aussi. Une star peut aussi avoir des traumas. En fait, tu peux avoir des traumas à tous les endroits, en fait. Pour la construction, c'est quand même difficile, Benjamin. Mais j'ai envie de dire, dans la construction, t'es un enfant dans le cinéma, tu vois, un enfant star. C'est difficile pour la construction. Tout dépend de à quel âge tu as été amené à côtoyer de l'argent. En fait, c'est ça l'enjeu. Et ce qui est peut-être plus questionnant, c'est le côté argent, entre guillemets, facile au sens rapide du terme. Pas facile au sens où ça serait facile de le faire, parce que je pense que ni quelque part Getter, ni TDS, c'est si simple que ça à faire. Donc, c'est pas forcément facile. C'est pour ça que moi, j'aime pas l'idée de l'argent facile. Mais en tout cas, de l'argent rapide. Et qui fait qu'en effet, on peut avoir des sommes importantes rapidement. Et ça peut induire en erreur sur le rapport aussi, j'ai envie de dire, du travail que d'autres peuvent faire. Par exemple, on le sait bien, qui n'a pas entendu de notre génération des jeunes nous dire « je me fais en un jour ce que tu te fais en un mois ». C'est le classique qu'on a tous et toutes entendu. Et j'ai envie de dire, il s'entend aussi. Et cet argent rapide, c'est la question de, voilà, avoir de l'argent, pourquoi, combien, quelle est la limite qu'on se donne à avoir de l'argent. Dans un monde capitaliste, c'est compliqué parce qu'on est quand même tous amenés à en vouloir toujours plus. Dernière question sur cette thématique. Et le ventriloque ? Qui est le ventriloque ? Parce que tout à l'heure, on parlait d'émancipation. Ah oui. D'accord ? Mais pour moi, tu sais, les femmes qui s'adonnent à ce genre de concept, pour moi, il y a un ventriloque. Ce sont les marionnettes, en réalité, de l'homme, toujours. Parce que la réalité, c'est qu'elles restent dans la position que l'homme
veut leur donner ou dans laquelle veut les voir. Eh bien, ça dépend, parce qu'il y a aussi quelque chose de la réappropriation du stigmate, en fait. Et ça, pour le coup, c'est important de l'aborder aussi, parce que mais à condition de ne pas le vider de son sens politique. Parce que si on le vide de son sens politique, il n'y a plus de réappropriation du stigmate. Pour parler de réappropriation du stigmate, ça veut dire qu'on prend le stigmate, à savoir le fait que les femmes sont considérées comme des biatchs, et en fait on va se le réapproprier parce que ça c'est un symptôme de la domination masculine et du patriarcat, qui sont le patriarcat, la structure, la domination masculine, les rapports que ça induit entre les groupes sociaux, et de ce fait-là, en fait, se le réapproprier en disant moi, en fait, j'en fais une force et je m'affiche comme ça et je vais désormais te montrer qu'en fait, je n'ai pas besoin de tes codes et je peux les casser tout en étant ce que tu as l'impression que tu attends de moi. Ça, c'est ce qu'on appelle de la réappropriation du stigmate. Mais tu vois, quelqu'un, par exemple, comme Nicki Minaj, elle a fait ça très bien. Tout le monde ne le fait pas, ce travail-là. Elle le fait très bien parce qu'elle a aussi toute une histoire qui va avec une façon de déconstruire aussi certains stéréotypes. Et c'est pas juste je suis une TDS et je me fais beaucoup d'argent. C'est pas juste ça, une bad bitch. C'est aussi d'abord une femme, et a priori une femme racisée, qui vient plutôt du ghetto, qui justement s'en sort par elle-même et n'attend pas, et ça j'insiste vraiment, n'attend pas d'un homme qui la fasse vivre. Et ça, c'est quelque part relativement révolutionnaire. Là, tu viens de parler de personnes racisées. Tu as un concept que tu fais sur Insta qui s'appelle... C'est de gauche ou de droite que je faisais sur Insta. De gauche ou de droite. Pour moi, gauche-droite, c'est pareil. On s'en fout. C'est-à-dire que pour moi, gauche-droite, pour les minorités, c'est la même chose. Est-ce que tu n'as pas l'impression de parler dans le vide ? Alors non, j'ai pas du tout l'impression de parler dans le vide. J'ai pas l'impression de parler. Je sais bien que j'ai un discours qui peut paraître un peu surprenant là-dessus, mais en fait moi quand j'ai parlé de gauche-droite, je vais pas parler de parti politique. Et c'est ça en fait la vraie diff pour moi, c'est qu'en fait justement les partis politiques se sont appropriés ces notions de gauche et de droite, qui sont pour moi d'abord des valeurs en fait. Et il se trouve qu'on le voit malheureusement à chaque élection, de plus en plus c'est polarisé. On voit que les gens ne savent justement plus trop vers qui se tourner en termes de vote. Et moi, c'est pas un enjeu électoral, en fait. Quand j'aborde la gauche et la droite, c'est plutôt l'idée pour ça que des valeurs. Par exemple, voilà, la droite, ça va être la réussite individuelle, ça va être l'héritage, ça va être la propriété. Ça, c'est des valeurs de droite. Alors que du côté de la gauche, on va plutôt parler d'émancipation, on va parler d'égalité, on va parler de progrès, même si c'est un gros mot celui-là aussi, parce il a été utilisé pour la colonisation, donc c'est quand même problématique à pas mal d'endroits. Donc c'est pour ça que moi j'ai besoin de distinguer la gauche, c'est pas le PS ou le PC ou même LFI en fait quelque part. Et la droite, c'est pas simplement, j'ai envie de dire le RN. C'est vraiment les valeurs. Voilà, c'est vraiment les valeurs. Et en fait, à ce titre-là, même si je prêche un peu dans le désert à certains endroits là-dessus, j'ai quand même pas l'impression que ça ne serve à rien, parce que j'ai quand même vu, pendant l'année où j'ai fait ça, l'engouement qu'il y a eu autour, et notamment la manière dont ça a été beaucoup repris à plein d'autres endroits, de commencer à classer les rappeurs, de machin. Alors, les gens n'ont pas forcément compris l'idée des valeurs et le fait que justement cette binarité, si on regarde bien les épisodes, c'est plus complexe que d'un côté ou de l'autre. Mais justement, c'est surtout pour rappeler qu'en fait, il y a du politique même là où on croit qu'il n'y en a pas forcément, en fait. Dans ce concept, tu as fait un épisode, moi, qui m'a marqué, c'est les alliés. Ouais. Alors j'ai fait une petite vidéo là-dessus. Une petite vidéo en plus. C'était pas dans le concept, mais c'était à côté. C'était une petite vidéo que tu as pu poster. La posture d'allié. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un allié ? Alors, en fait, c'est tout le positionnement qu'on peut avoir quand on a envie de défendre une cause dont on n'est pas concerné directement. Voilà. Donc, par exemple, moi, je suis une femme blanche, ça ne m'empêche pas parfois d'avoir envie de soutenir la cause antiraciste. Bon, le fait que j'ai un nom juif et donc que je sois aussi juive par ascendance, ça génère que quand même pour certains je suis racisée, mais ça n'empêche que pas au même endroit, par exemple, qu'une personne noire, une personne arabe ou une personne asiatique, où c'est plus visible. Donc, déjà, voilà. Ou par exemple, moi, je suis une femme hétéro, donc sur les causes LGBT, je vais avoir envie de soutenir, mais je ne suis pas directement concernée. Je suis une femme cis hétéro, en plus. C'est-à-dire que je suis née dans un corps de femme qui me convient et mon orientation sexuelle, elle est hétéro. Voilà. Jusqu'à preuve du contraire. Donc, de fait, ça m'amène à réfléchir la question de ce que j'appelle la posture... Enfin, pas que j'appelle, parce que c'est pas moi qui l'appelle comme ça, c'est un terme qui est
développée depuis les années 70, dans le mouvement antiraciste notamment, qui est la posture d'allié. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un allié? Et alors, être un allié, ça veut dire en fait soutenir la cause sans se mettre trop en avant soi. Et c'est ça toute la difficulté, en fait. C'est-à-dire que on voit par exemple des hommes qui vont se dire pro-féministes. Je vais penser par exemple à Antoine Goretti, là, par exemple, que l'on voit pas mal sur les réseaux sociaux, qui dit défendre la cause des femmes, ou un Bastos, ou enfin voilà, des gens mais qui finalement se mettent eux en avant pour dire qu'ils le font. En fait, là, pour le coup, c'est pas ça la posture d'allié. La posture d'allié, c'est d'arriver à pouvoir venir soutenir en off et mettre le plus possible en avant les personnes concernées, en fait. Du coup, toi, est-ce qu'on peut dire que tu es une alliée? Alors, je pense que c'est pas à moi de le définir. On a pu me le dire à certains endroits et j'ai trouvé ça très flatteur, mais il peut m'arriver de ne pas l'être aussi à certains endroits. Il peut m'arriver de jouer aussi mes biais à moi sans m'en rendre compte et de manière... Voilà. Et j'aime bien qu'on me les rappelle aussi, parce que je trouve que c'est intéressant. Moi, j'ai tendance à penser qu'il faut commencer par se déconstruire soi avant de chercher à déconstruire les autres. Donc, la posture d'allié, pour moi, c'est aussi ça. C'est aussi continuer d'essayer de réfléchir à son endroit à soi et de voir à quel endroit on peut ou être problématique ou avancer. Et j'essaye autant que possible d'être une alliée. Mais de la plupart des causes qui me paraissent nécessaires, quoi. Que ce soit la cause LGBT, que ce soit la cause antiraciste, que ce soit la cause féministe aussi, parce qu'il y a certaines choses qui ne me concernent pas directement. Voilà. J'ai l'impression que tu lis sur mon téléphone, parce qu'à chaque fois, tu fais les transitions. Ah, pardon, excuse-moi. Et pourtant, je n'arrive pas à lire, je précise. J'ai vu sur le net un commentaire. Ouais. Ah, vas-y. Ah, parce qu'il ne faut pas venir rattraper mon col. Vous tous, là. Je sais que... Qui disait que les féministes étaient des célibataires endurcis, souvent des lesbiennes, des frustrés prenant les hommes pour bouc émissaire. Qu'en penses-tu? Bon, je trouve ça triste. En fait, j'ai presque envie de dire au mec qui a écrit ça, pauvre bichon, tu dois t'ennuyer dans ta vie. Alors, j'en pense quoi? J'en pense que, enfin, je dis ça avec parce qu'on en reçoit beaucoup. C'est le cliché classique qu'on a, j'ai envie de dire, sur quelque part la féministe, la vieille dame avec son chat, qui serait forcément misandre, donc qui aimerait pas les hommes, qui serait forcément frustrée. Benjamin, franchement, non, mais dans certains discours. Parce que toi et moi, on se connaît. Ouais. Donc, il n'y a aucun souci. Mais certaines. Moi, je trouve qu'il y en a certaines qui... comment dire? Qui font mal à votre cause. Mais alors, moi, je pense pas que qui que ce soit ou quoi que ce soit fasse du mal à une cause, déjà. Mais ça, au sens général, je crois que c'est à partir du moment où tu t'engages dans une cause, on lui fait pas forcément du mal. On peut ne pas avoir la bonne façon de faire, ou l'idéal façon de faire, mais tout ce qui permet de parler du sujet, déjà, c'est une bonne chose, en fait. Donc, quelque part, pour moi, elles ne desservent pas la cause. Déjà, je vais commencer par le début. Ensuite, que certaines femmes, et je peux comprendre qu'à force, et quand même, il y a quand même un certain un historique de domination, il y a un certain historique de violence. Donc, on peut comprendre une certaine, parfois, un petit mépris parfois pour le masculin. Moi, je peux le comprendre de temps en temps. Et ouais, entre filles, on peut avoir de temps en temps des petits relents misandres. Donc, tu vois, là-dessus, voilà. Pourquoi? Mais c'est pas de la frustration, j'ai envie de dire. C'est pas le fait d'être mal baisé, comme on dit classiquement. C'est plutôt le fait de... il y a un moment où... T'es sûr? Moi, je suis convaincue. Ah, mais alors, je peux pas parler pour tout le monde et je parlerai jamais pour tout le monde. Et je vais pas m'avancer sur la vie sexuelle des autres. Mais en attendant, cette question de la frustration, c'est encore et toujours, si tu regardes bien, ramené à finalement, sans un homme, elles ne sont rien. Et sans un phallus, là au sens réel du terme, une femme ne peut pas être épanouie, ne peut pas vivre en fait sans nous. C'est encore ramener ce truc-là. C'est pour ça que c'est assez ridicule finalement, et pour ça que je disais pauvre bichon au démarrage. C'est que non, j'ai envie de dire, être féministe, ça ne veut pas dire être anti-homme. De la même manière qu'être antiraciste, ça ne veut pas dire être anti-blanc. Tu vois, c'est pas du tout la même chose. De la même manière qu'être pro-LGBT, ça ne veut pas dire être anti-hétéro. Enfin, cette pensée binaire, elle est quand même très dommage en fait. Et c'est pas parce que tu es féministe que ça veut dire que tu es forcément toute seule, célibataire, endurcie. Il y a plein de féministes en couple, en fait. Hétéro ou pas, d'ailleurs. C'est sûr, ça? Ah ouais. Moi, je voudrais voir les chiffres. Ah, mais alors, je pense que tu en connais une de près. Tu as parlé des antiracistes et du racisme. Là, aujourd'hui,
est-ce que tu peux nous donner ton avis sur le racisme anti-blanc? Est-ce que ça existe? Pour moi, ça n'existe pas. Des fois... Alors, pour moi, ça n'existe pas. À mes yeux, le racisme anti-blanc n'existe pas. Et je vais t'expliquer, en tout cas, comment moi je le conçois. De la même manière qu'on ne peut pas mettre la misogynie et la misandrie au même niveau. Et je vais faire exprès d'associer les deux. Dans le sens où c'est pas un reverse, c'est pas aussi simple que ça. Il y a des rapports de domination qui préexistent justement à ces comportements individuels. Ces rapports de domination sont entre des groupes sociaux et renvoient à une structure globale qui sont des structures qui sont idéologiques et qui nous dépassent à plein d'endroits. Donc, on ne peut pas parler de racisme anti-blanc parce qu'en fait, le racisme, c'est pas simplement un comportement individuel qui vient dire que j'aime ou j'aime pas telle ou telle personne. C'est pas simplement je te regarde mal parce que tu es différent de moi. Ça peut être déjà de la xénophobie à certains endroits. Et puis, c'est surtout que ça, c'est du comportement individuel. Quand on va parler de racisme, on va parler de structure, on va parler de système. C'est-à-dire un système qui va privilégier en fait, les personnes blanches par rapport aux autres. Ce privilège, par définition, comme tous les privilèges, on ne s'en rend pas compte quand on en bénéficie. Il faut être confronté à son exclusion pour pouvoir s'en rendre compte. Donc les blancs ne s'en rendent pas compte. Donc le racisme anti-blanc, il n'existe pas parce que la structure institutionnelle, en tout cas en France et d'ailleurs partout dans le monde, si on regarde bien, privilégie les personnes blanches, même parfois dans des pays qui ne le sont pas. Alors pourquoi dans les... Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de racisme et tout, sur les plateaux télé. Alors, comment se fait-il que certaines personnalités viennent, à visage découvert, nous dire que ça existe? Parce que c'est une stratégie. Là encore, c'est une stratégie qui permet déjà de nier le racisme systémique. C'est-à-dire qu'à force de venir justement cantonner le racisme à des comportements individuels, ça empêche de penser le racisme comme un système et donc comme quelque chose qui serait encore à combattre au niveau des institutions et pas simplement au niveau des individus. C'est toujours plus facile de responsabiliser les individus que les institutions. Et ce racisme anti-blanc, il sert un agenda, là au sens politique du terme, au sens parti du terme, qu'est l'agenda RN, ça il faut le dire, donc du Rassemblement national, qui en fait a depuis une quinzaine d'années initié en fait les débats autour de cette question-là, qui ont été progressivement repris par la droite. C'est pas pour rien que le gauche-droite, pour moi, il a quand même du sens avec le clivage, il n'est pas anodin quand même, et qui fait que, enfin que le clivage gauche-droite, et qui fait que aujourd'hui il y a une droitisation de l'ensemble de la société qui, en fait, refuse d'admettre qu'il y a des privilèges, notamment blancs, et qui traversent, je veux dire, pas que la France, l'Europe et l'Occident dans son ensemble, voire le monde entier aujourd'hui. De la même manière que le patriarcat n'est pas qu'une question française. De la même manière que le capitalisme ne se joue pas qu'aux États-Unis ou en Europe. Il se joue partout aujourd'hui. Donc, voilà, c'est globalisé et il y a une tendance à justement un peu aller vers du côté d'une forme de fascisation. Et cette fascisation, c'est plus simple quand c'est les individus et les comportements des individus qu'il s'agirait de contrôler que les institutions. Ma dernière question. Je ne sais pas si j'ai été très claire là-dessus. Mais... Pour moi, ça me va. Ma dernière question. Benjamin, pourquoi tu cherches la merde? Alors, tu sais, je vais te dire un truc. Parce que moi, j'ai l'impression... mais je suis d'accord. Tu sais, parce que je vais sur Twitter maintenant, qui s'appelle X, et je regarde tes tweets, et je me dis, mais pourquoi je cherche la merde comme ça? Déjà, j'écris de moins en moins, voire je n'écris plus. Et au moment où ça sortira, je pense que j'écrirai plus du tout. Déjà, donc oui. Après, il y a plusieurs choses. Déjà, quand j'étais petite, on m'appelait Mouche. Et la mouche du coche, j'ai fait de la philo. Enfin, voilà, pour moi, c'est la base, en fait. C'est que je ne sais pas ne pas... Alors, je veux dire, donner mon avis, non, ça, j'apprends à me taire de plus en plus. Mais j'arrive pas à ne pas dire quand je trouve qu'il y a un truc qui vraiment déconne, en fait. Et j'ai un peu l'impression que c'est ma formation et mon taf. Mon taf, il a été de dire, hey, les gars, là, il y a un truc qui déconne là-dessus. Alors oui, ça emmerde tout le monde, parce qu'en plus, je suis souvent un peu pas la preume, ça le dire, mais je vais le dire d'une certaine manière qui peut devenir un peu audible, ou je sais pas, parce que je suis pas toujours la preume, ça à dire les choses. Juste, je reprends, voilà, je vais... Et puis... Et voilà, parce que tu fais beaucoup de name dropping, tu as écrit un livre, que du sale... Et t'as voulu dénoncer quoi dans ce livre? Dans ce livre-là, ce que je voulais essayer de montrer, c'était de comment finalement l'industrie musicale et pas les artistes, et ça j'insiste, parce que c'est vraiment très différent pour moi, comment l'industrie musicale finalement en fait était tenue
en tout cas pas par les personnes qui bénéficient du rap, je vais le dire comme ça, et qui faisait que, en fait, la manière dont on avait fait du rap le grand méchant sexiste, c'était en fait le symptôme du racisme inhérent de ce système capitaliste qui est l'industrie musicale. Voilà, je te la fais courte. Et après, pourquoi je cherche la merde ? Parce que moi pour moi... Parce que je bouffe pas dedans. Parce que tu cites souvent des noms. Ouais. Des fois, tu vas sur des sujets clivants. Ouais. Donc, tu sais forcément qu'il va y avoir un retour de flamme. Je crois que la peur n'est pas un sentiment que je connais bien. C'est un peu pathologique, hein, quelque part. Hein. Donc, je vais aller me soigner tranquille. Soigner. Mais oui, non, j'ai pas spécialement peur des représailles dans l'absolu. Je suis arrivée à un âge, à un moment de ma vie où j'avais pas tellement d'enjeux, voilà. Mais je l'ai fait, j'ai fait ce que j'avais à faire pendant les 10 dernières années. Ça faisait 10 ans, ça fait 10 ans maintenant, voilà. C'est pour ça que vous me voyez de moins en moins et que vous me verrez de moins en moins. Et qu'est-ce qui te dérange le plus dans l'industrie musicale ? La chose qui te dérange le plus ? Parce que souvent, moi, il y a un terme qui me fait rire, que tu emploies souvent, c'est boys club. Ouais. Ouais, alors ça c'est tout un. Alors là, je vous invite d'ailleurs à lire le bouquin de Martine Delvaux qui s'appelle Les Boys Club pour bien comprendre ce que c'est avec les Boys Club. C'est un système en fait où les hommes se favorisent entre eux en fait, et donc des systèmes où des groupes d'hommes vont se faire monter les uns les autres. Et c'est vrai que je trouve que malgré tout, ces boys clubs se reproduisent beaucoup, en tout cas dans le rap game. Enfin voilà, pas dans l'industrie musicale au sens large, mais là on le voit aujourd'hui. Tu vois, si je dois nommer un peu, maintenant c'est un peu des petits youtubeurs qui se sont mis un peu ensemble et qui quelque part se font monter les uns les autres, en se donnant aussi tu vois, l'allure d'être plutôt de gauche, d'être plutôt pro-féministe, d'être plutôt avoir envie de travailler les questions d'inclusivité, mais sans vraiment les bosser, sans demandant aux meufs de le faire à leur place. Enfin, tu vois, voilà, on connaît quoi. Et toi, est-ce qu'on a voulu t'inclure dans le game ? Dans le Boys Club, non, jamais, bizarrement. Parce qu'on ne te voit pas beaucoup. Non, mais moi, j'ai jamais tellement eu envie de l'être. Parce que là, tu parles des hommes, mais les femmes. Mais alors après, du côté des femmes, enfin, même là, oui, je vais pas mentir. Je pense qu'il y a plus de sororité. Enfin, il y a de la sororité qui essaye de se mettre en place à certains endroits, et c'est une très bonne chose. Parfois entre artistes, comme on l'a vu avec le collectif autour de Aou. Enfin voilà. Parfois aussi du côté, j'ai envie de dire, média. Benjamin, Aou. Non, je sais que t'as pas aimé, toi, mais c'est comme ça. Toi, même si j'ai des sistas qui sont dedans. Pour moi, c'est comme si ils avaient fait un girls band, tu vois. Oui, mais moi, toi, l'idée, Canal+. Oui, mais c'est un titre. C'est juste, ouais, c'est Janton. On oublie Janton et Canal+. Mais moi, je le connais pas, mais c'est juste pour dire que. Je trouve que le son, oui, mais le son est très bon et l'alchimie entre les cinq a très bien pris. Et moi, rien que ça me suffit. Ouais, parce que les artistes, ce sont de bonnes artistes. Voilà, mais l'alchimie entre les cinq a bien pris et ça, elles se sont suivies derrière. Enfin, elles ont continué de se soutenir. Enfin, bon, moi, ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et ça, j'ai envie de dire chapeau les filles parce que c'est bien et ça. Big up au. Et là-dessus, moi, je continue d'être positive à cet endroit-là. Mais des girls clubs. En fait, déjà, c'est souvent pensé sur le modèle masculin et c'est ça un peu le problème parce que c'est un peu pour se faire monter. Donc, moi comme j'ai pas d'intérêt dans ce game, donc j'avais pas d'intérêt à monter dans ce game non plus. Donc, je suis pas intéressante. J'ai pas le carnet d'adresse qu'il faut. Enfin, je suis pas. Et c'est pas grave, en fait. Moi, j'ai pas eu envie d'en être, en fait, quelque part. J'ai fait ce que j'avais à faire. Un mini pied dedans. À la base, je voulais même pas être visible. Je voulais même pas être publique. Voilà, j'ai été un peu précipitée dans ce truc-là. J'en ai fait ce que j'en avais à en faire. Voilà, je continuerai à être là en off et puis ça suffit. Benjamin, merci. Merci à toi. Maintenant, ça va être au vieux père. On passe à Booba ? Exactement. Hein ? Maintenant, c'est au tour du vieux père. Benjamin, comment vas-tu ? Ça va bien et toi ? Depuis le temps. Eh ben oui, ça fait longtemps qu'on devait faire ce moment, cet échange. De report en report jusqu'à aujourd'hui. Et ben voilà, on y est enfin. Ça va, mon frère ne t'a pas trop... Ça va, tranquille. Tranquille. Détente. On s'est mis en jambes. Benjamin, la libération de la femme doit-elle passer par l'hypersexualisation de la femme ? Mais alors, moi je vais te retourner la question. Pourquoi on parle d'hypersexualisation que quand il s'agit des femmes ? Parce que bizarrement, les hommes se sexualisent tout autant. Et déjà, on parle d'hypersexualisation. Ça veut dire à partir de quand c'est trop ? Parce qu'hyper, ça voudrait dire que c'est trop. À partir de quand c'est trop ? Quand est-ce que c'est acceptable ? Tu m'as cherché, là. Mais est-ce que c'est pas une
cette sexualisation des femmes, Ouais. n'est-ce pas une injonction d'hommes? Mais ça a toujours été. On a toujours sexualisé les femmes. Regarde, même quand elles portent le voile, on voudrait les dévoiler. Et même là, on arrive à pouvoir imaginer les strings en dessous des hijabs. Donc, de quoi qu'il arrive, il se trouve qu'on vit dans un monde où le corps d'une femme est très vite sexualisé. Preuve en est, par exemple, la poitrine, qui est très vite sexualisée. Alors que des hommes typiquement qui se sexualisent, c'est-à-dire qui vont parler de leur sexualité de manière ouverte et détendue, ou des hommes qui vont par exemple se mettre torse nu en plein été, c'est une façon de se sexualiser, ou de se prendre en photo en caleçon. C'est une façon de se sexualiser, ou de montrer ses fesses. Tu vois, de manière un peu subtile sur une photo Instagram, c'est une façon de se sexualiser. Et bizarrement, là, ça choque pas. Là, on n'en fait pas un sujet de débat, tu vois. Je me souviens des rugbyman qui avaient fait leur calendrier où, ça avait choqué des hommes. Hein. Il y a des hommes qui ça avait choqué. Hein. Mais bizarrement, ça choque toujours que les hommes. Des deux côtés, tu vois. Voilà. Voilà. Donc les hommes se choquent beaucoup, s'offusquent beaucoup. Ça, on peut le dire. Ça, c'est vrai que ça s'offusque beaucoup de la manière dont on représente les corps quand ça ne représente pas leur représentation des corps. C'est-à-dire que les seules personnes qui peuvent être représentées comme des corps désirants, ça va être plutôt du côté du masculin, et ce qu'on peut représenter comme des corps désirables, ça va être le féminin. Hein. Mais sauf que là-dedans, déjà, des femmes peuvent être sujets de leurs désirs, et c'est souvent ça qu'elles expriment dans ce que les hommes appellent l'hypersexualisation. C'est surtout qu'elles sont sujets de leurs désirs, qu'elles assument leurs désirs, et c'est ça qui choque. Alors que normalement, qu'une femme soit sujet de son désir, c'est mieux pour tout le monde. Est-ce que c'est pas un piège ? Cette sexualisation ou cette hypersexualisation, à partir du moment où, derrière toute cette machine, ce sont un ensemble d'hommes misogynes qui, à un moment donné, sont des multimillionnaires et qui assouvissent leurs désirs et assouvissent leurs désirs d'hommes et se rincent l'œil, tu vois, et aident des millions d'hommes à se rincer l'œil aussi. Est-ce que c'est pas un piège pour les femmes de tomber dans... Ça dépend comment, parce que c'est aussi une façon parfois de récupérer du pouvoir là-dessus aussi, et à ce titre-là, ça peut avoir du sens. Encore une fois, ça dépend de ce qu'on en fait. C'est la question du contexte, toujours, en fait. C'est-à-dire que cette question de la sexualisation des femmes, oui, il peut y avoir des proxénètes, il peut y avoir du fait que dans l'industrie musicale, c'est souvent, notamment, des hommes blancs derrière qui vont en profiter, ou des hommes tout court, hein, d'ailleurs, parfois pas que blancs, hein, mais quand même. Mais ça n'empêche que il peut y avoir là-dedans aussi... une façon pour certaines femmes, en tout cas, de récupérer un pouvoir, de récupérer ne serait-ce qu'un pouvoir d'achat qui leur permet de pouvoir être autonomes si besoin, mais aussi un certain pouvoir sur le masculin aussi, qui, quelque part, est lui aussi pris dans le patriarcat. Parce que c'est quelque chose qu'on ne dit pas. C'est que, finalement, c'est des injonctions qui pèsent aussi sur les épaules du masculin. Donc, quelque part, de pouvoir en jouer du côté du féminin, c'est une façon de jouer avec les armes du masculin. Donc Bell Hooks te dirait par exemple que on ne combat pas le feu par le feu, donc ça serait pas forcément la meilleure des solutions, mais c'est une stratégie en attendant de faire tomber le capitalisme, j'ai envie de dire, ou de faire tomber le patriarcat totalement. C'est une stratégie de venir un petit peu l'ébranler de l'intérieur, j'ai envie de dire. Récupère-t-elle vraiment un pouvoir dans la mesure où tout l'aspect financier, c'est malheureusement des hommes qui en bénéficient le plus? Pas forcément, parce que si on prend par exemple un exemple, comme on l'évoquait tout à l'heure, par exemple de Nicki Minaj, elle a récupéré son argent par elle-même. Tu vois, parce qu'on parlait tout à l'heure de la bad bitch, et finalement on est quand même un petit peu sur le même sujet, on est sur quelque chose d'assez proche dans les représentations. C'est aussi finalement, en tout cas, si les femmes sont complètement exploitées, j'ai envie de dire, dans leur sexualité, là pour le coup c'est du proxénétisme. C'est pas de l'hypersexualisation. Dans ce cas-là, moi, j'en parle à un autre endroit. Et c'est un autre problème que ça vient poser. C'est pas le fait de se sexualiser, c'est-à-dire d'assumer le fait d'être aussi un être sexué. C'est pas parce que nous sommes des femmes que nous n'avons pas de sexualité. Et j'ai envie de dire, normalement, les hommes préfèrent des femmes avec sexualité que des femmes sans sexualité. Parce que... Ça veut dire, si tout le monde va aller bien dans le meilleur des mondes, vous voyez ? La question n'est pas anodine dans la mesure où on sait que dans le cinéma aussi, il y a cet aspect où il y a le regard de l'homme, le male gaze. Là où vraiment ma question n'est pas anodine, c'est dans la mesure où
Il y a des femmes qui estiment récupérer un pouvoir. Oui, je récupère mon corps. Nous faisons ce que nous voulons. Mais l'injonction reste masculine de tout. Oui, mais c'est pas seulement nous faisons ce que nous voulons, ça peut être aussi une façon de reprendre le pouvoir. Par exemple, je vais te donner un exemple. Les femmes qui ont été, par exemple, victimes de je ne sais pas sur quelle plateforme ça va passer, donc il faudra mettre un bip, enfin, victimes de viol. Enfin, voilà. Le fait, parfois, et c'est un phénomène qu'on voit souvent, d'ailleurs. Alors, il y a une sexualisation parce que justement il y a eu la réduction au statut d'objet qui peut amener à ce que là on rentre vraiment dans de la psychopatho, enfin de la construction psy, hein, enfin voilà, pas psychopathologique mais de la psychopathologie au sens de l'étude de la chose. Et donc il peut y avoir une sexualisation qui permet justement, enfin en tout cas parce qu'il y a une réduction à l'objet, mais cette sexualisation peut être aussi une façon de reprendre le pouvoir à travers son corps et de pouvoir réhabiliter quelque chose du sexuel justement par cette hypersexualisation. Donc, et ça a des effets positifs, thérapeutiques positifs. Ça, c'est des choses qu'on observe. Donc, il faut aussi parfois accepter cette phase-là, qui peut être un moment de récupération de son pouvoir et de son corps. C'est pas aussi simple que parce que j'ai été victime, je refuse toute sexualité. Enfin, déjà, ça serait déterministe. Et parfois, récupérer son pouvoir aussi parce que justement on a été victime, parfois même quand on a été victime enfant, justement, c'est aussi une manière de récupérer du pouvoir au sens, j'ai envie de dire, du pouvoir d'agir réel sur le monde. Benjamin, les femmes voilées sont-elles exclues, invisibilisées, absentes, mises à l'écart, boudées, prises de haut, traitées de tous les noms par le mouvement féministe? Alors, là encore, ça dépend de qui on parle et de comment, en fait, parce que le mouvement féministe, c'est pas un bloc. Je veux dire, c'est comme le rap. C'est pluriel. Si on parle, en effet, de ce qu'on appelle le féminisme, qu'on va qualifier de mainstream ou qui se veut universaliste, qui est en fait le féminisme blanc, qui est le féminisme issu plutôt de Simone de Beauvoir, voilà, avec des figures aujourd'hui qui se revendiquent plutôt, j'ai envie de dire, justement, de cet universalisme, de la défense, par exemple, des femmes iraniennes contre l'islam notamment. Il y a je vais même le dire autrement, le féminisme féminin, il y a un féminisme islamophobe, disons-le clairement. Il y a une partie du féminisme qui est islamophobe, parce que dans sa conception du féminisme, déjà, toute religion est patriarcale et problématique, et encore plus l'islam, et là, on sait que c'est en plus teinté de ce qu'on appelle d'orientalisme, c'est-à-dire de représentation qu'on a autour de l'islam, qui serait déjà un bloc, là aussi, alors que c'est quand même un petit peu plus complexe que juste un bloc. Enfin, voilà. Et que, mais ça, j'ai envie de dire, c'est un courant, pour moi, du féminisme. C'est le courant le plus mainstream, donc le plus représenté, mais ça ne veut pas dire que c'est le féminisme dans son ensemble. Il y a aussi ce qu'on appelle le féminisme... Alors, décolonial et intersectionnel, c'est deux choses différentes, mais qui vont un peu ensemble. L'intersectionnalité étant l'outil d'analyse qui permet de penser la question de la classe, de la race et du genre ensemble, c'est-à-dire de ne pas les détacher les unes des autres, et donc d'avoir toujours cette triple lecture qui est à la fois antiraciste, à la fois féministe et à la fois anticapitaliste. Aujourd'hui, on pourrait presque rajouter antivalidiste aussi, pour LGBT, voilà, pas mal d'endroits. Et décolonial, dans le sens de garder en tête comment justement la blanchité a aussi dominé dans les courants progressistes, dits progressistes, que ce soit d'ailleurs du côté antiraciste aussi à certains endroits, du côté du féminisme et du côté aussi des luttes LGBT, mais que c'est pas pour autant qu'on peut pas se les approprier en se défaisant de ce que on peut appeler donc la colonialité, avec justement par exemple Lisselle Quiros en parle très bien. Et donc la colonialité, c'est les restes de colonisation qui restent dans nos représentations qu'on a par exemple des pays dits du Sud. Est-ce que tu conçois le fait qu'un certain nombre de femmes voilées ne se reconnaissent aucunement dans tous les féminismes? Mais déjà, que tu viens être une femme ne veut pas dire être féministe, déjà. J'ai envie de dire, on va commencer par le début. De la même manière que être féministe, c'est pas juste je suis une femme, je suis forcément féministe, déjà. Donc, on a tout à fait le droit de ne pas l'être. Et on a tout à fait le droit de ne... J'ai envie de dire, de la même manière que... On peut être racisé et pas du tout être antiraciste. Voilà, c'est pas la question. C'est pas un devoir d'être féministe. Et qu'un certain nombre de femmes ne se reconnaissent pas dans le féminisme, c'est pas forcément un problème. De la même manière que beaucoup d'Afro-Américains ne se reconnaissaient pas dans les Black Panthers. C'est pas pour autant que le mouvement n'a pas été nécessaire. Mmh. Benjamin, on parle beaucoup et souvent de la charge mentale des femmes. Ouais.
Aujourd'hui, la plus grosse charge mentale de l'homme... Vincent Quéjo sort de ce corps. Pardon. Ne serait-elle pas la femme? Oh, la charge. Ouais, bah, j'ai envie de te dire, si nous n'avions que vous, qu'est-ce qu'on serait tranquille. Mais bah écoute, oui, c'est une jolie blague. C'est très mignon. Mais oui, mais j'allais dire que les hommes en fait soient un peu préoccupés par le féminin. En effet, depuis toujours, c'est ce qu'on appelle le mystère féminin. Tu sais, Kerry James en a fait une chanson d'ailleurs. Et tu as beaucoup j'allais dire, tous les artistes, hommes, bizarrement, parlent de ce mystère féminin qui est donc très présent dans la tête du masculin hétérosexuel. Mais est-ce à dire que c'est une charge mentale? Je crois qu'on a fait la même définition de la charge mentale à cet endroit-là, parce que la charge mentale, c'est quand même un autre endroit. Les hommes, quand même... On vit dans une société il y a des injonctions sociales. Ah oui, oui. Il y a une injonction sociale, disant que l'homme doit dissimuler sa sensibilité, ses émotions, au risque d'être rabaissé. Aujourd'hui, on vit dans une société où un certain nombre de femmes, légitimement, sont devenues exigeantes. Et certaines même, peut-être même injustes, font payer à de bons hommes le mal que leur ont fait de mauvais hommes. Et du coup, est-ce que là, on ne peut pas parler de charge mentale chez certains hommes Non, parce que la charge mentale, pour le coup, le concept de charge mentale, et d'ailleurs, il y a un superbe livre de Douzi Mumbo qui s'appelle La charge raciale, qui reprend justement ce concept, même si elle le déplace un petit peu à un autre endroit. Mais en attendant, la charge mentale, c'est vraiment en fait le fait d'avoir en tête la charge du foyer, en fait. Même, et que si, par exemple, tout bêtement, c'est le fait que si madame dans le foyer ne pense pas à aller acheter ce qu'il faut pour nettoyer les toilettes, personne ne le fera, en fait. Et c'est pas simplement le fait d'avoir quelque chose en tête qui me préoccupe ou le fait que ma femme, elle est un peu trauma. Donc, selon toi, la charge mentale de l'homme n'existe pas. C'est ce que tu es en train de dire, là. Oui, je suis désolée, messieurs, nous ne sommes pas au même endroit en termes de... Vous avez de la charge mentale, par exemple, dans le travail. Il y a une charge mentale professionnelle, mais que les femmes peuvent avoir aussi d'ailleurs, parce que là on est à égalité. Il y a des cas de figure où il y a des hommes qui, à un moment donné, dits racisés, travaillent, doivent en tout cas nourrir leur famille, et leur famille aussi au pays. Bien sûr. Reçoivent des coups de téléphone. Il y a de la charge familiale. Oui. Ça agit sur le mental. Est-ce qu'on n'appelle pas la charge mentale aussi? Parce que ces hommes-là, ils sont un certain nombre en France. À être là, j'en parlais avec un tout à l'heure, justement, un ami à moi qui me disait je dois donner de l'argent à mes parents, je dois donner de l'argent à ma famille que j'ai créée et aussi au pays. N'est-ce pas une charge mentale, là? Mais c'est une charge financière, d'abord, surtout. Parce que la charge mentale, c'est pas simplement le je dois, en fait. C'est le fait d'avoir conscience de ce qui va faire que tout le monde soit bien, en fait, sans qu'on ait besoin de le demander. Est-ce qu'il y a des hommes qui sont pas dans qui correspondent mais, pas à cette définition? Il existe des hommes, mais on peut pas parler de charge mentale masculine parce que c'est pas parce qu'il existe des hommes que ça peut se généraliser comme une charge mentale des hommes. Tu vois, c'est pas au même endroit. Il y a des hommes qui en effet vont, par exemple, il y a des hommes célibataires avec enfants. Là pour le coup, eux ils ont la charge mentale de fait. Okay. Parce qu'en fait, ils doivent penser à des choses sans qu'on leur rappelle, sans qu'on leur demande, pour le bien-être des enfants qui, sans ça, ne peuvent pas vivre correctement. Donc, et c'est pas simplement le « je dois », c'est le « comment je vais penser à mettre un environnement correct, à prévoir les vacances qui vont être dans 2 mois, qu'est-ce qui va se passer quand je vais être au travail et que il faut que mon enfant, à un moment, soit au centre de loisirs. C'est penser, avoir en permanence d'autres besoins que les siens en tête, mais en permanence. Mais moi, je connais des hommes qui sont comme ça. Mais sont en permanence. Il y a des hommes, je ne te dis pas le contraire. Parce que tu me dis il y a des hommes, mais tu me dis que la charge mentale de l'homme n'existe pas. C'est pour ça que je t'ai dit, il y a des hommes qui ont une charge mentale, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut parler de charge mentale des hommes. Parce que quand tu parles de charge mentale des hommes, tu généralises. Tu généralises à tout le groupe social. Or, là, on parle d'individus. Et un individu ne représente jamais tout son groupe social. Sinon, ça s'appelle une essentialisation, voire une généralisation.
Et donc, c'est quelque part toujours une caricature, sinon. Est-ce que ce n'est pas des individus qui sont très invisibilisés, mais... Ah non, mais ça qu'ils soient invisibilisés, je ne dis pas que... Mais de toi à moi, je vais même aller un peu plus loin. Oui, les hommes tout seuls qui s'occupent de tout, ils sont invisibilisés, mais ils font parfois... ils bougent le petit doigt, tout le monde trouve ça génial. Donc, que quelquefois, les hommes soient un peu invisibilisés, ils existent, c'est super. Mais on va pas pleurer, là, en fait, après des siècles et des siècles d'invisibilisation des femmes. Je pense qu'on va pas pleurer pour les... Je suis désolée, là, c'est statistique. Il y a un moment où, de la même manière que, oui, il y a des Blancs qui souffrent par leurs origines et qui souffrent dans les quartiers, tout ça, c'est vrai. C'est vrai. Objectivement, c'est vrai. C'est pas pour autant qu'on va dire que le racisme anti-blanc, c'est vrai. Justement. Moi, je crois pas. Tu fais tu fais une très bonne passerelle, car ma question est la suivante. Est-ce qu'aujourd'hui, devant les caméras, on peut dire à tous ceux qui parlent de racisme anti-blanc, vous êtes à l'Ouest? Oui. Je réponds oui. Tu me demandes, là, c'est une question presque... Est-ce que fermée? Donc oui, je te réponds oui. Moi, j'aurais envie de leur dire ça. Vous êtes à l'Ouest. Voire partez très très loin à l'Ouest. Si vous pouvez continuer d'aller à l'Ouest, ça m'arrangerait. Mais où est né ce concept de racisme anti-blanc? C'est un concept, on en parlait tout à l'heure avec Barbery, justement, mais c'est un concept qui a été constitué par les fractions, les groupes politiques les plus racistes qu'on connaît. Et notamment, je crois que le racisme anti-blanc, j'ai un doute, mais je me demande si c'est même pas Renaud Camus qui nous l'a amené là, avec le grand remplacement, avec sa théorie du grand remplacement, justement. Et que donc, c'est l'agenda de l'extrême droite. Voilà, point. Qui est aujourd'hui dans la bouche de plein de gens jusqu'au PCF. On l'a entendu dans la bouche de Roussel, je crois. Mais bon, voilà, vérifier ça aussi, parce que je peux dire une bêtise. Mais en attendant, le racisme anti-blanc est une aberration en soi. Voilà, point. Donc oui, les gens qui en parlent, pour moi, sont complètement à l'ouest, parce qu'ils n'ont pas compris le racisme en soi, en fait, qui n'est pas qu'une question de comportement individuel. De la même manière que... Voilà, on y revient, quoi. La boucle, tout ça, quoi. Benjamin, rapologiquement, médiatiquement, pour beaucoup, jusqu'à ce jour, aucune rappeuse n'est arrivée à la cheville de Diams. Ouais, Diams. Les rappeuses françaises actuelles sont-elles nulles? Non. Voilà, non plus. La réponse est non. Voilà. Il y a plein de rappeuses qui sont super. Maintenant, j'ai vraiment du mal avec cette façon de les mettre toutes dans un sac alors qu'elles représentent toutes des univers radicalement différents. Je suis désolée, mais on ne peut pas mettre dans le même sac Issa Yasuke, Le Juice, Vicky R, Naira et Doria. Ça ne marche pas, en fait. C'est tellement des genres. Et encore, là, j'ai pris... Encore, elles pourraient être associées. Enfin, en tout cas, partager une affiche. Big up à toutes ces filles. Big up à toutes ces filles, bien sûr. Je pense à Ossem aussi. Je pense à la Ju. Je pense à Eclose, à Vicky. Vicky, oui. Et j'en oublie, Alace, Saturns, voilà. Bref, il y a énormément de nanas, de ZLS, Ziné, Azine, je sais jamais le dire, Asinine, enfin, mais en tout cas, super travail. Bref, il y a tellement de genres de meufs différentes qu'en fait, je pense que c'est impossible aujourd'hui. En fait, t'es de mauvaise foi si tu dis, il n'y a aucune meuf que je kiffe. En fait. Parce qu'en fait, c'est juste une question d'éducation d'oreille. Et d'ailleurs, si tu regardes bien, moi, ce que les gars me sortent souvent, c'est « Ouais, mais en fait, en France, les voix de meufs, c'est trop aigu, ça va pas avec le rap. » Mais bizarrement, ça passe en anglais. Tu vois ? Bizarrement. C'est qu'en français que ça passe pas. Parce que tu comprends les paroles. En fait, et c'est ça le souci. C'est qu'en fait, les gars ont du mal, parce que c'est que des gars qui disent ça, si tu regardes bien. La plupart des gars ont du mal... et quelques nanas aussi quand même, ont du mal avec l'idée d'aborder des sujets d'un point de vue féminin. Voilà, le même sujet, tu vois, par exemple, les violences policières, c'est abordé par tous les gars, Joel Feno, c'est top, enfin, tu vois, Nino, génial, Naïra le fait, ah ouais, non, c'est pas ma cam. Oui, mais... Tu vois ? Regarde, je t'ai évoqué Diams. Comment t'expliques qu'il n'y a pas de... Je sais que...
il y en a qui vont avoir des sourcils froncés quand je vais dire ça. Mais pourquoi il n'y a pas de nouvelle Diams? Pourquoi il n'y a pas de... Parce qu'il n'y a pas de raison d'avoir une nouvelle Diams. Mais Diams, elle a existé. Est-ce qu'on cherche le nouveau Salif? Mais pourquoi il n'y a pas quelqu'un Est-ce qu'on cherche le nouveau Salif? C'est un autre style de rap. Mais il y en a qui pourraient chercher le nouveau Salif. Ben oui, mais non, personne ne te cherche le nouveau Salif, Mais en fait. Et à partir du moment où tu cherches le nouveau Salif, il n'arrive pas. Oui, mais il y en a quand même... Tout le monde a cherché le nouveau Nekfeu, il n'est jamais arrivé. Il y en a qui te cherchent le nouveau Booba, il y en a qui te cherchent Mais le ça n'arrivera pas. nouveau Rof. Mais ça n'arrivera pas. Mais quoi qu'il en soit, est-ce qu'elles ont le niveau, les rappeuses? Oui, elles ont le niveau. Ah, moi, je vais te dire, parce qu'en plus, Diams, je suis désolée, et c'est génial, Diams. Et moi, on a tous adoré Diams, personne ne dira le contraire. Et c'est pas face à un mec du 91 que je dirais le contraire. De toute façon, hein. Mais en attendant, il y avait d'autres rappeuses que Diams, qui étaient au niveau, voire au-dessus. Ça, c'est ce qu'on ne dit pas. D'accord? Des Agnès, des Stestros, des Bams, des Lady Lesty. Plein de femmes qui étaient présentes. Pourquoi Diams a marché? Parce que Diams, les gens ont misé dessus. Qui a misé dessus? Encore une fois, l'industrie musicale. Qui a misé dessus? Ça a très bien marché, au point que même, c'est une femme qui a démocratisé le rap en France. C'est Diams qui démocratise le rap en France. Qui va faire qu'il y ait des mamans et des enfants dans un concert. Que ça sorte de la région parisienne. Enfin, tu vois, tout ça, c'est Diams qui va l'amener, en fait. Donc, on a misé dessus. On n'a plus jamais misé sur une femme derrière. C'est pour ça que moi, je l'appelle le syndrome de la schtroumpfette rapologique, tu vois, parce qu'elle a... voilà, et là, là, il va falloir aller lire mon livre, sinon c'est pas drôle. Sinon, voilà. Voilà. Mais donc, voilà, Diams, déjà, pour répondre à ta question, quand il y a eu un artiste, en fait, il faut arrêter d'en chercher un autre. Il a été une fois, il n'y en aura pas deux. Mais regarde. Et au niveau... Sans vouloir chercher le nouveau Booba ou le nouveau Rof, le nouveau Kerry James, il y a quand même... ils ont quand même des successeurs. Nino, Niska... Aujourd'hui, on se rend compte que Diams, elle n'a pas de successeur ou successeuse. Voilà. C'est pas très joli, tu vois. D'ailleurs, ça n'existe pas bizarrement au féminin. Étrange. Mais... Et du coup, Diams, à l'époque, tu t'en souviens? Parce que là, tu m'as cité des noms de rappeuses. Mais Diams, elle était plus forte que la plupart des rappeurs. Parce que Diams, en vérité, elle est dans... Regarde, Diams, en vérité, elle est dans le... Si on demande à Lino qui sont... Enfin, qui sont les meilleurs rappeurs, en incluant des femmes rappeuses, il va citer Diams. Parce que Diams a été vraiment forte. C'est-à-dire que Diams, quand on me demande que je parle de niveau. Mon rappeur préféré, je réponds souvent Kazé. Parce qu'il n'y a pas eu que Diams. Oui, il n'y a pas eu que Diams, mais Diams était dans le top 5 des meilleurs rappeurs et rappeuses en France. Parce qu'elle était vraiment forte. Oui, mais elle était hyper forte. L'industrie a certes misé sur elle, mais les gars, ils disaient, Kilomètre a dit dans une interview, comme quoi lorsque ils faisaient la promotion d'une de leurs compiles, dont je ne me souviens plus le nom, il disait que Diams rappait à la fin parce que les gars n'arrivaient pas forcément à suivre, parce qu'elle était vraiment trop forte. Donc elle était obligée de rapper à la fin, parce qu'elle venait toujours avec un nouveau texte. Le flow, les lyrics, l'impact était là. Tu vois. Mais tout ça, alors le problème, c'est tellement subjectif ça. En fait, c'est ça tout le problème, c'est que oui, je suis d'accord, et en même temps, qui va être ton... Tu vois, il y a des gens, et on va poser les termes, mais tout le monde ne trouve pas, et je suis désolée, je vais le dire exprès, parce que de toute façon, je m'en fous, je me barre des réseaux, tout le monde ne trouve pas que Booba, c'est le meilleur rappeur de France. On n'est pas obligé d'être tous d'accord. En fait, il y a de la subjectivité là-dedans. Je suis d'accord. Tu vois ? Donc, dire que Diams c'était la meilleure, c'est subjectif. En fait, elle a vendu le plus. C'est celle qui a le plus ouvert. Elle a été le plus présente médiatiquement. Tout ça, on est d'accord, c'est quantifiable. La qualité, le talent, ça l'est pas. En tout cas, Et moi, j'ai trouvé qu'il y en avait, tu vois, il y en avait d'autres qui étaient tout aussi bonnes. Voilà, en tout cas. Et qui auraient pu avoir autant de lumière. Il faut finir avec cette question. Est-ce que c'est pas de votre faute en réalité? Attends. Est-ce que c'est pas de votre faute à vous les femmes? Parce que à vous les femmes. oui, attends, regarde Juliette Fievé. Attends, on est toutes là. Attends. Juliette Fievé parle souvent du fait que lorsqu'elle regarde en tout cas ses stats, elle constate qu'il y a un certain nombre d'hommes qui la suivent et pas assez de femmes.
Oui. Est-ce que les femmes soutiennent assez les femmes? Est-ce que les femmes soutiennent assez les rappeuses? Alors, il y a un vrai problème de sororité, on est d'accord. Parce que tu en parles pas si souvent que ça. Bah non, mais ce problème de sororité. Si, j'en ai parlé plusieurs fois. Mais c'est vrai que c'est pas ça que j'ai avoir envie de mettre en avant en premier, mais je suis tout à fait au clair là-dessus. Et d'ailleurs, je parle souvent d'un livre écrit par Racha Belmedi qui s'appelle Rivalité non féminin, qui explique justement comment les femmes sont socialisées à être en rivalité les unes avec les autres. Alors ça suppose de déconstruire ça, c'est possible. Preuve en est, on est quand même quelques-unes à essayer, mais ça n'empêche que peu de gens le font encore. Voilà, il y a encore beaucoup d'éducation qui invite justement les filles à quelque part se battre entre elles. Alors, pour le Graal masculin dans le côté hétéro, mais aussi, en fait, même au-delà de cette question du prince charmant, finalement, c'est aussi comment, finalement, les filles sont socialisées à être plutôt, justement, à vouloir être celle qui est choisie par le groupe d'hommes, donc ce qu'on appelle pick-me, femme prétexte, tout ça, enfin voilà, plutôt que quelque part d'exister et de venir en soutien aux autres femmes. En effet, c'est pas dans l'éducation féminine. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas le devenir. C'est pas dans la nature des femmes, en fait, de ne pas se soutenir. C'est dans l'éducation qui est donnée aux femmes, de ne pas apprendre à se soutenir les unes les autres, ou en tout cas à se soutenir dans des endroits spécifiques où il n'y a pas d'hommes. Tu parles de cette attente de la validation par exemple, des hommes. Mais tu vois, moi, par exemple, pour le coup, sur mes réseaux, je suis suivie à 50-50 par des hommes et par des femmes. Comme quoi, c'est possible. Benjamin, sur ces mots, je te remercie. Et bien, moi aussi, je te remercie. Ça fait un certain moment qu'on devait se voir. Ouais, on avait des choses à se dire. On avait des choses à se dire, tu vois. Ouais. En tout cas, je te remercie moi aussi. Pour les travaux. Je te remercie pour cet échange que tu as eu avec l'homme au béret et avec moi-même. Eh ben, merci à vous deux. Merci à la technique. Voilà, aussi, monsieur Lex. Et puis à la prochaine. À la prochaine. Merci, au revoir. N'oubliez pas d'activer la cloche pour vous abonner.